déjà rencontrée une fois, il y a 2 ans, 3 ans. Oh, un peu plus peut-être. Donc ça, oui, Je ne me souviens pas. Il n'y a pas si longtemps que ça. Elle nous avait parlé de Moulins, où elle était allée visiter le musée. Le centre national du costume de scène. Et tu nous avais montré aussi. Et le triptyque du maître de Moulins. Voilà, je ne sais pas, vous vous souvenez peut-être. Elle était très réussie. Et donc elle s'est proposée une nouvelle fois, bien qu'elle éprouve beaucoup d'anxiété, à nous présenter une autre exposition qui se tient à Paris en ce moment. Donc si vous avez quelques projets, vous pourrez la voir encore. Et c'est l'exposition qui se tient au Grand Palais. Et j'en dis pas non, plus. non. Au musée des Arts Décoratifs. Au musée des Arts Décoratifs, je vois qu'il y a déjà des personnes qui l'ont vu. Mais j'en dis pas plus parce que je vais lui laisser vous découvrir son travail et puis aussi partager avec vous le plaisir qu'elle a eu. Allez Anne-Marie, courage. Merci, merci. Bon, donc je vous souhaite également une bonne année et je vais commencer. Je vous présente donc l'exposition qui se déroule actuellement du 22 octobre 2025 au 26 avril 2026 au Musée des Arts Décoratifs à Paris et qui s'intitule 1925-2025, 100 ans d'art déco. Oups. Alors, l'exposition a lieu au Musée des Arts Décoratifs qui se situe au 107 rue de Rivoli, dans l'aile Marsan du Louvre, mais qui ne dépend absolument pas du Louvre. Donc, je vous ai mis une photo de l'entrée du musée et qui continue un petit peu plus loin, et une photo de l'immense nef qui est à l'intérieur et qui est particulièrement magnifique. Le musée est géré par une association privée fondée en 1882, dénommée Arts Décoratifs, qui achetait et recevait des dons, ce qui est toujours le cas. Profondément remanié en 1996, le bâtiment comprend désormais le musée des arts décoratifs, le musée de la mode et du textile et le musée de la publicité, où se déroulent de nombreuses expositions. Il est riche de 150 000 objets allant du Moyen-Âge au contemporain, avec notamment des pièces rares comme l'appartement de Jeanne Lanvin et une galerie de bijoux à faire pâlir le Louvre. Ce centenaire, je vous la recommande, ce centenaire a donné lieu à de très nombreuses manifestations où vous pouvez encore vous rendre. Je citerai les expositions à la Cité de l'Architecture à Paris, le musée Lalique, le musée des Beaux-Arts de Nancy, jusqu'en mars, le musée de Limoges, la bibliothèque Fornet à Paris. Alors, en 1925 a lieu l'exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes d'avril à octobre 1925. Je vous ai mis ici cette immense affiche qui était au-dessus d'une porte d'entrée et qui est typiquement art déco. Cette exposition aurait dû avoir lieu bien avant, mais pour cause de guerre, elle a été reportée. L'exposition se veut un outil commercial et culturel et est dédiée aux arts décoratifs appliqués à l'architecture, au mobilier, à la parure, à l'art de la rue, au théâtre, au cinéma, au jardin. Voilà, je vous présente une vue aérienne de l'exposition. 21 nations sont conviées à cette exposition, 200 pavillons sont construits du Grand Palais, que vous voyez ici en bas à gauche. Le long des berges de la Seine, on aperçoit quelques pavillons, le long du pont Napoléon III et jusque loin, jusqu'aux Invalides, donc tout ça était des pavillons. Malheureusement, comme ces pavillons étaient provisoires, construits en bois, en briques ou en béton armé, il n'en reste rien, ce qui est fort dommage car il y en avait de très beaux, comme le pavillon du collectionneur, sommet du luxe, imaginé par le grand ensemblier Jacques-Émile Ruhlmann, dont nous reparlerons plus loin. Alors, je vous en présente quelques-uns quand même. Ici, vous avez une des portes d'entrée, par le grand architecte Pierre Patou.
le pavillon des Diamantaires à gauche, le pavillon de la Belgique par Victor Horta, le pavillon de l'Afrique occidentale. Vont également participer les grands magasins et les grandes marques parce que c'est une immense vitrine. Donc vous avez ici le pavillon des Galeries Lafayette qui est un pavillon typiquement art déco avec ses formes géométriques. Va se mobiliser l'élite des décorateurs, ensembliers, architectes, artistes, couturiers, céramistes, joailliers, maîtres verriers, ferronniers, stylistes textiles et bien d'autres créateurs comme les cinéastes. Il va être présenté de nombreuses innovations, de nouveaux matériaux. Alors par exemple, je vous ai mis un fragment en verre de la porte d'honneur fait par la maison Lalique. L'exposition sera un immense succès avec 15 millions de visiteurs entre avril et octobre 1925. Il faut dire que grâce à la fée électricité, les lieux étaient ouverts tard, illuminés et le public se presse surtout aussi autour des nombreux restaurants et divertissements. C'est une grande fête à la sortie de la Grande Guerre. Alors, en aparté, j'ai préparé mon commentaire avant d'assister au cours d'architecture de M. Morga du mercredi 14 janvier, où il a traité également un peu de l'art nouveau et de l'art déco. Donc vous allez retrouver quelques éléments liminaires pour ceux qui ont assisté aux deux cours. Donc l'art nouveau, si comme moi vous confondez l'art nouveau et art déco, nous allons essayer de voir les différences entre ces deux styles. L'art nouveau, ou appelé familièrement style nouille à cause des volutes, voit le jour en Angleterre vers 1850. Il se diffuse rapidement en Belgique avec Victor Horta, puis en France avec Hector Guimard, et sera présent jusqu'à environ la Première Guerre mondiale. Donc je vous ai mis ici une entrée d'immeuble décorée, dessinée par Hector Guimard, dont on connaît bien les entrées de métro. Donc c'est un art nouveau qui englobe l'architecture et les objets de décoration d'intérieur, comme les meubles, la verrerie, les bijoux. C'est un art total. Un art exubérant et végétal avec des décors floraux beaucoup, des formes organiques, des lignes courbes végétales et qui déclinera pour des lits d'ornementation et surtout la guerre de 14 qui va faire beaucoup de mal. Alors je vous ai mis deux styles pour comparer. Donc vous avez à gauche une entrée d'immeuble dessinée par Hector Guimard et vous reconnaîtrez à droite le musée de la mer de Biarritz avec ce bâtiment typiquement art déco, très géométrique, très sans fioritures, très droit, très blanc. Voilà un peu la différence. Alors on retrouve principalement dans l'art nouveau des lignes courbes, des volutes, des arabesques, beaucoup de motifs végétaux, des fleurs, des arbres, des couleurs douces et tout un bestiaire, un imaginaire symbolique. Je vous ai mis quelques exemples. Donc voici une photo d'un immeuble de l'Hôtel national de la Russie à Moscou, particulièrement décoré. Un escalier avec un enroulement très caractéristique, un bois clair, peut-être de Victor Horta, mais je n'ai pas la référence. À droite, vous avez un vitrail avec beaucoup de végétation. Voilà, je vous ai mis une lampe typiquement art nouveau avec son décor de libellule, son pied avec une liane qui l'entoure, un très beau collier avec des petites fleurs de fuchsia. Et on est toujours dans la libellule avec un peigne, un objet de cheveux, et à droite cette curieuse broche avec des têtes de serpent. Voilà le bestiaire caractéristique de l'art nouveau.
Et pour finir, je vous ai mis un beau bracelet avec des insectes. Et on retrouve encore notre petite dame libellule, très curieuse. C'est une broche, je pense, avec par contre quelques griffes. Alors en France, la ville emblématique de l'Art Nouveau sera Nancy, ainsi que la région Est, où se trouvaient de nombreuses verreries, ainsi que des industries. On citera parmi les grands noms de l'Art Nouveau, je vais enlever alors en France, le verrier d'Homme, l'ébéniste verrier Gallet, l'ébéniste nancéen Louis Majorel, Hector Guimard, bien sûr, et ses entrées de métro, le belge Victor Horta surtout, l'espagnol Gaudi, le peintre autrichien Gustav Klimt, le joaillier américain Tiffany ou le tchèque Mucha et ses célèbres affiches. L'Art Nouveau déclinera doucement vers 1910 pour laisser la place à un nouvel art moderne et sera grandement affecté par la Première Guerre mondiale. Donc l'Art déco, le voilà. À partir de 1910, commencent à apparaître les prémices d'un nouveau style moderne qui sera appelé Art déco à partir de 1966 où a lieu une exposition et qui, lui, est né en France. Donc, voici un immeuble typiquement art déco avec ses formes géométriques, son absence de décor. Dès 1912, André Véra, paysagiste français, architecte, urbaniste, pionnier du style art déco, théorise, contrairement à l'Art Nouveau, les principes fondamentaux d'un style moderne, valorisant l'ordonnancement architectural, la clarté ornementale et les franches oppositions de couleurs. Il y a une tendance à simplifier, à la géométrisation des formes, une expérimentation des mouvements artistiques d'avant-garde, tels le cubisme, le fauvisme, avec des couleurs vibrantes. Alors, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez ici un mobilier très simple, de forme très géométrique, voilà, une petite table, un fauteuil. À droite, vous avez une affiche typiquement art déco, avec de belles couleurs et des formes très géométriques. Si je vais trop vite, vous me le dites. Et je vous ai mis une maquette de ce curieux arbre cubiste de Jean et Joël Martin, dont on voit derrière l'application. Voilà. On retrouve un vocabulaire commun, des corbeilles et des guirlandes de fleurs, un bestiaire spécifique très différent de l'Art Nouveau, des formes géométriques telles l'octogone, une utilisation de bois précieux. Alors comme exemple, je vous ai mis une commode qui s'appelle état rectangle, donc avec cette fameuse corbeille qui a été remplacée par un vase ici, et avec son ornementation de fleurs, et à droite le fameux ours polaire du sculpteur Pompon, qui est très stylisé. Voilà, les artistes et les artisans d'art inventent de nouvelles formes, utilisent de nouveaux matériaux comme la bakélite, qui est une résine synthétique, où on retrouve d'anciens comme la paille, le parchemin, le galuchat. J'en parlerai plus loin, je vous ai mis quelques exemples. Vous avez à gauche une armoire de Jean-Michel Franck en marqueterie de paille. À côté, vous avez le fameux chiffonnier anthropomorphe recouvert de galuchat, un grand bol au-dessous. À droite, vous avez un lampadaire, on dirait un phare, qui est en palmier massif et en bakélite. À droite, vous avez un fauteuil en acajou, un fauteuil de repos en cuir tressé, et en dessous, un bureau en palissandre et avec des poignées en acier. Donc ils avaient tendance à mélanger des matériaux précieux avec des matériaux beaucoup plus simples. Après les difficultés et les pertes liées à la Première Guerre mondiale, c'est une frénésie de création. Cependant, protéiforme,
L'art déco, comme vous avez pu le voir, recouvre des styles très divers, du géométrique au foisonnant, du précieux au dépouillé, reflétant une volonté de renouveau au sortir de la Grande Guerre. Après les multiples destructions, il est pensé pour représenter un mode de vie moderne, simplifié, moins contraignant. Voilà, nous arrivons à l'exposition 2025. Je vous ai mis une affiche différente de celle que vous avez vue au début, avec un lettrage très particulier de l'art déco, des couleurs très, très primaires, voilà. Alors, on commence l'exposition. L'exposition commence avec le pavillon de l'élégance de l'architecte Robert Fournaise. Alors, ce pavillon de l'élégance regroupait les principaux acteurs de la mode, de la haute couture, du luxe, et c'était mis en scène par la styliste Jeanne Lanvin. Donc, on commence avec une magnifique robe brodée, entièrement brodée, c'est un travail considérable, et les flacons de parfum iconiques que l'on connaît toujours, donc celui de Jeanne Lanvin à gauche et le fameux Chalimard de Guerlain. Dans ce pavillon, on retrouvait une décoration qui se voulait de bon goût, dont nous avons quelques exemples. Donc un panneau en bois de la maison Madeleine Vionnet, qui est très simple, avec quelques graphismes très géométriques, un petit peu de doré quand même en haut. Ça a l'air de représenter un miroir. Enfin, je trouve ce panneau très très beau. À droite, vous avez une robe de Madeleine Vionnet, alors en noir et rouge, voilà, qui dit des petits chevaux dans sa forme caractéristique des années 20, c'est-à-dire toute droite et sans autre couture. Je continue. Voilà, à gauche, vous avez une veste de la peintre Sonia Delaunay avec des couleurs chaudes et ses dessins très géométriques. À droite, vous avez un panneau textile, bon, un petit peu curieux, mais qui était présenté au début de l'exposition. Et je vous ai mis l'actrice Louise Brooks, la très belle actrice, qui porte une tenue typiquement des années 20 et avec son petit chapeau cloche et surtout sa coupe à la garçonne. Les femmes à cette époque ont coupé leurs cheveux. Alors curieusement, l'exposition se poursuit avec des objets de décoration. Donc ici des vases, voilà, je vous ai mis quelques exemples. Et un vase de René Lalique, dit des perruches. Voilà, je ne sais pas si je vais trop vite, vous me dites. Voilà, nous avons également un peu plus loin un échantillon de tapis, toujours de la peintre Sonia Delaunay, avec une recherche dans les couleurs et dans les formes typiquement géométriques. On continue. Alors, oui, bien que l'enchaînement des salles ne soit pas très clair, pour le moins, je suis à peu près le parcours proposé. La salle suivante est donc consacrée à la joaillerie Cartier et au renouvellement des formes. Donc, je vous précise que ces nombreux bijoux étaient présentés dans des vitrines difficiles à photographier et que la plupart des bijoux que je présente proviennent d'un de mes livres. Donc en 1925, lors de l'exposition, 150 bijoux et accessoires sont présentés par Cartier à l'exposition et sont l'aboutissement de recherches entamées depuis 20 ans. La maison Cartier a été fondée en 1847. Dans la période qui nous intéresse, ce sont les trois frères, Louis, Pierre et Jacques, qui développent la marque. Louis à Paris, Jacques à Londres, Pierre à New York. Ainsi, Louis invente la montre bracelet pour l'aviateur Santos Dumont,
pour qu'il puisse regarder l'heure tout en continuant à piloter son avion. Alors voici quelques exemples, on appelle ça la joaillerie blanche, car il y a beaucoup de platine, donc les compositions sont très graphiques, faites avec du platine, des diamants, des saphirs, des perles fines, ici tout autour de ce bijou. Oh, non, pardon, je me suis trompée, je dois faire avec ça. Hop, voilà, ici. Et de l'onyx ici, pour faire le contraste noir et blanc. Ils utilisent beaucoup d'onyx, des diamants, un petit peu de rubis, bien sûr, merci. Des rubis, des diamants, voilà. Et des formes très, très géométriques. À partir de 1909, seront introduits des accords de couleurs audacieux, influencés par l'Orient, avec des combinaisons de pierres de couleurs gravées. Je vous ai mis quelques exemples avec des étuis à cigarettes, avec par exemple ici, hop là, j'ai perdu, voilà, un vase chinois, voilà, ici aussi je crois que c'est un pan, et à droite je vous ai mis deux broches montres avec ici du jade, je pense, des petits rubis, voilà, de très très beaux bijoux, très caractéristiques, influencés par l'Orient. À partir des années 30, les créations prennent du... Ah non, pardon, j'ai oublié l'étui persan, donc avec les petites gazelles et encore du platine, de l'émail, des diamants. À partir des années 30, les créations prennent du volume et s'imposera l'or jaune, moins cher que le platine. Et maintenant, les chefs-d'œuvre. Voilà, donc il y a ce magnifique collier Cartier de 1930 qui comprend 150 carats de diamants de toutes formes pour un richissime client anglo-indien. Donc vous avez des diamants baguettes, des ronds, enfin voilà, c'est vraiment un bijou somptueux, magnifique. Et mon préféré, voilà, une pendule, la pendule de Cartier et de l'horloger Coué de 1927, qui est vraiment un objet magnifique en jade blanc sculpté. Voilà, on aperçoit la sculpture au fond avec de l'onyx encore, des petits diamants sur les lettrages, des petites émeraudes ici, du corail qui est très utilisé par les joailliers des années art déco, de l'émail, enfin voilà, c'est vraiment un objet particulièrement magnifique que j'affectionne particulièrement. Alors, pour des raisons pratiques, je vais poursuivre avec les bijoux qui se trouvaient éparpillés dans diverses vitrines de l'exposition. Donc, parmi les créateurs, on retrouve à nouveau l'américain Tiffany, avec ce bel exemple d'étui, avec un décor très géométrique, mais quand même toujours des petits diamants, des petits rubis, c'est quand même du grand luxe. Boucheron, la maison Boucheron. Alors, je vous ai quand même mis cette photo parce que c'est un bijou, je ne sais pas comment appeler ça, un bijou d'épaule, voilà, qui typiquement art déco dans ces années-là, voilà, qui couvre un peu l'épaule, qui revient là, et une broche. Voilà, quelques exemples de broches avec ces pierres simplement précieuses, cette géométrie. Ici quand même, je vous signale que c'est un bijou Van Cleef. C'est une broche Van Cleef, voilà. Ensuite, de très très beaux bijoux de Paul Iribe que nous retrouverons souvent. C'est un créateur multiple et qui fait de très très belles choses, qui vient du Pays Basque, je pense. Donc voilà, ici vous avez une émeraude gravée que vous retrouvez ici. Bon, voilà comment c'était présenté dans ces vitrines. Je vous l'ai mis en exergue parce qu'elle est vraiment magnifique avec toutes ces pierres précieuses. Voilà, de très très beaux bijoux. Ah oui, non, il m'en manque un, pardon. Et voilà, les bijoux typiquement art déco de Georges et Jean Fouquet, avec là des formes très géométriques. Et on retrouve un peu d'or qu'on ne retrouve pas souvent dans les bijoux qui sont plutôt en platine, dont par exemple ce magnifique bracelet en platine. Hop là.
Alors, le renouveau des techniques. Les artistes et artisans vont redécouvrir et réinterpréter des matériaux et des savoir-faire avec de nouvelles utilisations. Par exemple, la marqueterie de paille, autrefois utilisée pour des objets de petite dimension, va recouvrir des objets plus volumineux comme des meubles. Alors oui, je vous présente des objets. Vous les verrez plusieurs fois, hein, ces meubles, parce que ce sont les objets phares de la collection, de l'exposition. Donc ici, une armoire en marqueterie de paille de Jean-Michel Franck, et à droite, le fameux cabinet chiffonnier anthropomorphe que je vous ai déjà présenté en galucha. Il en est de même pour le galucha, qui est de la peau de raie ou plus souvent de la peau de poisson ou de requin, qui servait à l'origine à confectionner des petits objets comme des étuis, des gants. Voilà. Alors voici un des objets phares de l'exposition, la commode de Polyribe. Voilà, on le revoit, le décorateur qui est de 1912, qui est en acajou, en ardoise et en galucha teinté vert. C'est vraiment magnifique et je trouve qu'elle n'était pas très mise en valeur malheureusement dans l'exposition. Pour l'anecdote, comme je m'extasiais devant la commode en galucha bleu, mon voisin m'a montré son bracelet de montre et a sorti son portefeuille en galucha. Polyribe aurait racheté l'ancien stock d'un gantier. Donc il avait à sa disposition un grand stock de galucha. Alors l'exposition se poursuit avec divers meubles et objets. Donc voici une vue d'ensemble, voilà comment c'était présenté. Donc vous avez ici contre le mur un paravent de Robert Mallet Stevens, que je connaissais comme architecte mais qui faisait aussi des objets d'intérieur. Au premier plan, une coiffeuse. Au fond, vous avez une lampe religieuse ici que je vous ai mis en plus grand parce que vraiment elle est particulièrement curieuse, hein. Donc elle est en fer forgé, en albâtre et en laiton. Bon, vous avez aussi un magnifique secrétaire à abattant. Et on aperçoit, voilà, je vais vous le mettre ici, on aperçoit un vitrail. Je vais vous montrer tout ça. Voilà le détail de la commode qui était assez basse, une très jolie commode avec un bois clair en sycomore, avec cette forme un peu ronde, curieuse. Voilà la commode. Voilà le vitrail de Jacques Gruber. Alors lui, par contre, avec des formes très géométriques. Un vase, appelé vase tourbillon, de René Lalique, mais qui est attribué à Suzanne Lalique. Voilà, on continue. Voilà, dans un tout autre style, un vase soufflé, gravé et émaillé, avec lui une inspiration antique. Alors, les artistes des Arts déco avaient de nombreuses inspirations, je vous l'ai déjà dit. Voilà, et nous avançons dans l'exposition avec les arts graphiques. Les arts graphiques soufflent d'un esprit de création nouvelle, très prolifique, avec l'invention de nouveaux lettrages, dont par exemple celui-ci qui s'appelle le bifur, c'est le nom du lettrage, qui a été créé par Adolphe Mouron, qui était un peintre et affichiste dit Cassandre. Se trouvait également une vitrine avec de nombreuses reliures, difficile à photographier à mon grand regret, parce que c'était très beau. Je vous en présente une, voilà, une très belle reliure, avec une forme très stylisée sur sa couverture. Et on poursuit avec des affiches. Voilà des affiches des salons de 1913 et 1914 qui étaient présentées là, mais que pour ma part je trouve un peu art nouveau, de style art nouveau. Mais bon, c'était présenté dans l'exposition, donc je vous en présente d'autres plus art déco, une affiche de publicitaire, avec là par contre des formes très géométriques, et un, un lettrage art déco, une affiche pour
pour un bal, une affiche annonçant un spectacle. Avec là, on retrouve les couleurs rouge, noir et blanche, très typiques art déco que l'on retrouve très souvent. Alors les artistes collaborent et on retrouve des affiches de Picasso et de Jean Cocteau pour illustrer les spectacles, notamment les ballets russes qui donneront lieu à de nombreuses affiches. Donc vous avez à gauche un dessin de Picasso et à droite c'est un dessin de Jean Cocteau que l'on ne pourrait certainement plus faire aujourd'hui. Voilà, donc c'était pour la Revue Nègre. Il y a eu de nombreuses affiches faites pour ces spectacles. Là, on reconnaît aussi les couleurs rouge, noir et blanc. Voilà, c'est typique. Donc c'était toute une salle qui présentait de nombreuses affiches tout autour du mur, mais également un extrait de film dont vous avez ici à droite l'affiche, L'Inhumaine de Marcel L'Herbier, qui est quasiment un manifeste de l'art déco, avec des décors de Mallet Stevens et de Fernand Léger, des meubles de Pierre Charot, qui est un grand dessinateur, des robes de Paul Poiret et une musique de Darius Milhaud. Donc nous avions dans cette salle un extrait de film que je n'ai pas pu enregistrer, mais vous la retrouverez peut-être. Et cette affiche est typiquement art déco, avec cette espèce d'ouvrier et son masque là, et ses formes très très géométriques. Et le film également contient beaucoup d'éléments art déco. Et je rajouterai 2 affiches de réclame que l'on n'imposait pas encore la publicité. Donc une affiche pour un col à gauche, on retrouve le petit lampadaire religieuse, une autre affiche là, et puis celle-là de Peugeot pour un vélo avec son lion très caractéristique derrière. Ah oui, je vous ai rajouté celle-là que j'ai trouvée au hasard dans un centre médical la semaine dernière. Je suis tombée dessus, je n'ai pas résisté, je l'ai prise en photo parce qu'elle est vraiment aussi caractéristique de la période art déco. Voilà, les fêtes de Bayonne, c'est arrivé jusqu'à nos provinces. Donc on continue la visite. Voilà comment ont été présentées les salles. Donc avec un petit peu de tout. Elle présente plusieurs meubles, divers objets. Évidemment, je n'ai pas tout lu, donc vous avez aussi des panneaux textiles qui étaient présentés, des objets de décoration. Ici encore une peinture, des meubles. Voilà, je crois que ça c'est une table de jeu. Alors là, une méridienne avec un très beau tissu en soie, je pense. Voilà, ça m'a beaucoup plu, alors je l'ai prise. Ensuite, des paravents. Alors, je ne suis pas sûre que celui-là était dans l'expo, mais bon, un paravent très, très curieux. Il s'appelle Fontaine d'Edgar Brandt. Et celui-ci, qui était très curieux aussi, un paravent de Jean Denant, avec des maisons, des escaliers. A priori, c'est un village, ça représente un village. Donc, c'est un acajou laqué et gravé et en métal. Voilà. Alors, comme tout était présenté un peu en vrac, j'ai regroupé le thème du bestiaire. Donc ici, un lion très stylisé, très particulier. Un surtout en verre avec des poissons à l'intérieur, un très bel objet au milieu et des petites grenouilles qui tiennent c'est pour mettre au-dessus d'un meuble, on m'a dit. Voilà, c'était très très beau cet objet. Et je vous ai mis un petit détail des grenouilles, voilà, qui soutiennent ce surtout. Et à droite, j'ai pris un détail d'un pan qui était le détail d'un grand portail en fer forgé. Mais je n'ai pris que le pan. Et ensuite, un autre lion, alors là, carrément, la sculpture au-dessus d'une très belle console. Il y aura d'autres animaux que je vous signalerai sur d'autres meubles.
Alors au détour d'un couloir sont présentés les très beaux meubles de l'appartement de Nelly de Rothschild. Alors au début des années 20, Nelly et Robert de Rothschild s'adressent au décorateur Clément Maire et Clément Rousseau pour décorer l'appartement privé de la baronne. Donc ici, on nous présente quelques éléments que je vais vous présenter plus précisément. Les meubles seront fabriqués en matériaux précieux, exploitant les cuirs laqués et gaufrés, l'ivoire sculpté. Ici, vous avez des petits exemples. L'ivoire sculpté, gravé et patiné, le galuchat, la corne, la soie, etc. Ces meubles de forme très simple sont d'une qualité remarquable et d'un luxe inimaginable. Alors, je vous les présente d'un petit peu plus près. Voilà un bureau à gradins en ébène de Macassar et en ivoire de Clément Maire. Et à droite, une chaise en palissandre, en ivoire, en garniture de soie de Clément Maire. Voilà la petite décoration en ivoire ici. C'est tout simple, mais c'est très luxueux. Le paravent en ébène, qui est une des pièces phares de l'exposition. Donc c'est un pare-feu en ébène, en ivoire, donc ce serait plus possible aujourd'hui. Voilà, donc des incrustations ici, voilà, un très très beau pare-feu. Toujours de Clément Maire. À droite, ici, une table à journaux avec des poignées en galuchat de Clément Rousseau. Un peu plus loin, on aperçoit les autres meubles. Donc une petite table recouverte de galuchats teintés et une chaise au fond. Donc je vous ai mis un détail du galuchat. Voilà comment c'est avec ces petits points au milieu. Et puis voilà cette peau là très particulière. C'est très joli, je trouve. Voilà, une grande salle est consacrée à Jacques Doucet. Donc on change complètement de style. Après le raffinement de Madame Nelly de Rothschild, on passe chez Jacques Doucet, qui est un artiste grand couturier, mécène et collectionneur, qui était un des principaux commanditaires de l'art déco. Après les objets d'art du XVIIIe, puis les impressionnistes, il rassemble une importante collection d'art moderne. Il sera ainsi le premier propriétaire des Demoiselles d'Avignon de Picasso. En 1927, il se fait aménager un studio dans son hôtel particulier, achetant des pièces à Eileen Gray, Pierre Legrain ou Marcel Coard. Donc voici la grande pièce qui est consacrée aux meubles de Jacques Doucet. Donc vous avez ici une vue d'ensemble. En 1958, son neveu donne au Musée des Arts Décoratifs cet ensemble de meubles qui constitue l'un des plus prestigieux décors art déco conservés. Donc ici une vue d'ensemble avec un fauteuil. Ici, là, le petit cabinet de Pierre Legrain en palissandre et galuchat. À gauche ici, un bureau à gradins de Jean-Charles Moreux en bois, en parchemin, en métal et en verre. Au premier plan, un très beau tapis avec ses formes géométriques et ses couleurs simples. Voilà, une autre vue, voilà, un peu plus près. Donc avec cette table dont je n'ai pas les caractéristiques, désolé. On retrouve notre petit bureau à gradins qui est magnifique, le fauteuil de repos. Voilà, on avance un petit peu. On va un petit peu vers la gauche, on retrouve notre meuble à gradins. Et derrière, je n'ai pas de photo plus précise, mais c'est une pendule. Donc vous appréciez la forme très géométrique. Voilà. Je continue. Voilà, alors là, je vous ai mis des détails. Donc ici, on retrouve le fameux lampadaire qui est en palmier massif et en palmier avec
des plaquages de palmiers et en bakélite. Donc ici, au fond, vous avez une commode de Pierre Legrain en chêne, en bois laqué, avec des incrustations de coquilles d'œufs et de nacre, une passementerie de soie. On retrouve ici une inspiration orientale. Au premier plan, ici, ce curieux meuble, je n'en avais jamais vu, qui est un vide-poche. Au milieu, on retrouve le fauteuil de repos qui est en acajou avec du cuir tressé. Et bon, ici, vous avez le bureau de Pierre Charot. Et tout à fait à gauche de l'exposition était cette armoire avec toujours des incrustations, ici de forme très géométrique, avec un motif central floral incrusté. Voilà. Donc on continue avec la Société des artistes décorateurs. Créée en 1901, la SAD a pour objectif de promouvoir les arts décoratifs français. En 1924, elle obtient du gouvernement de disposer pour l'exposition internationale 3 corps de bâtiments. Elle y conçoit une ambassade française, soit un appartement de réception et galerie d'art et un appartement privé. Elle organise un concours ouvert à tous qui amènera à des propositions esthétiques très variées et parfois critiquées, dont en voici quelques-unes. Voici une proposition d'un fumoir en laque de Jean Dunant, qui est un grand décorateur pour le pavillon. Une autre proposition, un projet de bureau-bibliothèque de l'ambassade française qui est de Pierre Charot, dont voici l'expression. Alors voilà ici le fameux bureau de l'ambassadeur, comme vous voyez, de forme très très simple, mais avec ici cette petite incrustation très fine, très élégante, je trouve. Alors c'est l'occasion de présenter une peinture, cette grande fresque qui s'intitule Les métiers. Voilà. Je n'ai pas pris trop de peinture. Et ici, vous avez une table qui s'appelle la table lyre, puisque son piétement est en forme de lyre. Voilà, on continue dans cette partie avec un piano. On retrouve, alors le piano, pardon, je ne sais pas de qui il est, excusez-moi. Et voilà, ce piano qui est toujours aussi de forme très simple, avec cette petite incrustation. Et vous avez au fond une peinture de Tamara de Lampica, qui est une des artistes phares de cette époque au niveau de la peinture. Voilà, donc c'est ici que se trouve le fameux chiffonnier dit anthropomorphe d'André Grout, qui est en acajou, recouvert de galucha et en ivoire. Alors pour l'anecdote, André Grout est le père des romancières Benoît et Flora Grout, que certains reconnaîtront. Donc voilà le fameux chiffonnier, qui est de cette forme très curieuse. Et j'ai trouvé aussi une photographie d'un escalier avec ces fameux vitraux de Jacques Gruber. Voilà, typiquement art déco, avec sans couleur, noir et blanc, très géométrique. Les verrières de Jacques Gruber. Et ensuite, un vase, dont je n'ai pas les caractéristiques, et un bas-relief. Il y en avait très peu, il y avait très peu d'architecture dans cette exposition, mais il y avait présenté ce bas-relief des jumeaux Jean et Joël Martel, qui étaient des sculpteurs, et que l'on retrouvera, ces sculptures se retrouveront sur les façades des immeubles. On les retrouvera. Et il y avait également une vitrine, bon, toujours très difficile à prendre en photo ces vitrines. Et donc moi j'ai pris ce que j'aimais bien dans ce joli petit vase avec ces petites fleurs bleues, je ne sais plus quelle fleur. Et ce curieux vase avec ses entrelancements. Voilà. Alors nous passons maintenant dans la salle de Jacques-Émile Ruhlmann, qui est un ensemblier, c'est-à-dire un architecte d'intérieur qui conçoit et organise l'espace
en proposant une solution esthétique et fonctionnelle. Son rôle est d'assembler tous les éléments d'un ensemble décoratif harmonieux. Au départ, Ruhlmann gère l'entreprise familiale de peinture, puis va devenir un véritable modèle d'ensemblier. Il va collaborer avec de nombreux artistes et fabricants qu'il rassemble dans le pavillon qu'il a fait construire par Pierre Patou, son complice. Il s'agit du pavillon du collectionneur, dont je n'ai pas de photo, je suis désolée, réalisant ainsi l'union entre l'art, l'artisanat et l'industrie. Il décédera prématurément en 1933 dans un accident de voiture. Donc, voici le pavillon qui était présenté à l'exposition de 1925, qui était de l'architecte Pierre Patou, avec ici un groupe sculpté de Janniot, et voici l'exemple d'un bas-relief de Joseph Bernard. Voilà, ici vous avez le nom de Ruhlmann dans un lettrage typiquement art déco. Alors, il y avait un certain nombre de planches gouachées qui faisaient partie de tout un ensemble d'une quarantaine de pièces. Nous en présente quelques-unes. Donc une planche gouachée du petit salon de Madame, hein, c'est inventé puisque l'ambassade n'a pas été créée. Une des grandes pièces phares de l'exposition, qui s'appelle le bahut Élysée. Je vous signale la petite poule d'eau qui est au-dessus, qui est rigolote. Donc je vais quand même vous donner les mensurations, parce que c'est quand même... Donc il est d'une hauteur de 185, d'une longueur de 245 et d'une profondeur de 53. Il est en chêne, en loupe d'amboine, qui est un bois exotique, et en ivoire. Voilà ce fameux meuble magnifique, hein, qui est très imposant. Hein. Voilà, ensuite était présenté un ensemble, une vue d'ensemble avec un banc, ici un banc, ici une table boule, je n'ai qu'un petit morceau, un secrétaire à abattant, ici, des échantillons de textiles qui étaient présentés là, sous vitrine, comme vous pouvez le constater, donc très difficile à photographier. Et on retrouve notre petit ours polaire de Pompon. Je vous ai mis un détail du banc qui est en pierre de Comblanchien. Alors, Comblanchien, c'est tout simplement la ville d'où est extrait cette pierre-là, ceci. Et vous avez au fond la pierre... la porte qui s'appelle Bouquet. Voilà, quelques détails. Le détail du secrétaire à abattant, en chêne, en loupe d'amboine, toujours en ivoire, et un détail de la porte Bouquet. Vous voyez que ces meubles sont très fins, géométriques, sans superflu, avec juste cette petite incrustation toute fine. Voilà la porte, la fameuse porte Bouquet. Ces portes étaient parfois mises dans les intérieurs des appartements, hein. Ce n'est pas nécessairement des portails extérieurs. Et voici une autre pièce phare de l'exposition, le cabinet qui s'appelle État rectangle, je ne sais pas pourquoi, qui est en plaquage d'amarante avec une marqueterie d'ivoire et d'ébène ici. Voilà. Il y avait de nombreux autres meubles que je n'ai pu prendre en photo. Il y avait beaucoup de choses. Hein. Et nous passons à une autre salle qui présente deux créateurs singuliers. Alors, Eileen Gray, qui est une décoratrice singulière, elle ne sera pas présente à l'exposition de 1925, mais elle est dans celle de 2025. Donc voilà, Eileen Gray, c'est une icône de l'art déco qui était spécialiste de la laque et des tubes métalliques. Et Jean-Michel Franck, je les ai regroupés, qui était un décorateur minimaliste, adepte du luxe pauvre, qui était le décorateur de Marie-Laure Denoy et de François Mauriac. Donc, alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà, Eileen Gray, elle a fait ce grand paravent noir
très curieux, je trouve. Et ce fauteuil sirène, donc on aperçoit la sirène avec un hippocampe, là, dans des matériaux très beaux. Voilà, très très beaux matériaux. Oui, Eileen Gray structure l'espace par des éléments décoratifs avec une prédilection pour les paravents, dont je vous en présente un autre, qui est un mobilier pour la villa E1027. Voilà, alors voilà le genre de petite table qu'elle faisait, très, très, très minimaliste, on dira. Mais elle restera expérimentale et confidentielle. Donc Jean-Michel Franck, lui, est un décorateur autodidacte pour qui, je cite Cocteau, le luxe et la simplicité. Il aménage l'appartement de Charles et Marie-Laure de Noailles ainsi que l'appartement de François Mauriac, qui lui consacrera l'expression d'étrange luxe pour rien. Il collaborera avec Alberto Giacometti, qui créera notamment pour lui une soixantaine de luminaires et de vases. Donc l'armoire, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté en marqueterie de paille, qui est un très très beau travail. Donc voilà, je vous l'ai déjà présenté ces meubles très très simples, mais en bois précieux. Voilà, simplement un nu, mais avec un dessus de galucha. Un très beau fauteuil, je crois qu'il c'était une paire. Derrière, c'est un paravent, du même style que l'armoire. Voilà. Donc voilà, une autre table qui est faite pour François Mauriac, dont vous voyez la simplicité des formes là. Voilà, tout simplement. Derrière, je vous signale ce meuble, je n'ai pas plus, c'est un meuble en parchemin. Alors là, je ne sais pas comment c'est fait. Et une vue d'ensemble de ces meubles, donc on le voit mieux, tiens là, le meuble en parchemin. Voilà, le salon de François Mauriac. La veuve de Mauriac donnera les meubles et objets au musée du Louvre, qui les dépose au musée des arts décoratifs. C'est ici que nous avons la chance de les voir. Mais, après tout ce luxe, l'on va revenir à une décoration plus à la portée du grand public. Les grands magasins, comme les Galeries Lafayette, qui avaient leur propre atelier, jouent un rôle important dans la diffusion de l'art déco en proposant des objets de toutes sortes. Donc quelques exemples, un grille-pain dont on reconnaît tous, qu'on a tous vu dans les films américains, le petit appareil photographique Kodak, et non, je ne sais pas s'il est Kodak, et ici une pendulette avec ses formes très géométriques, toutes simples. C'est notamment par les affichistes que ce style envahira l'espace public et se révélera au plus grand nombre. Donc voici quelques exemples. Alors un fauteuil tout simple et une affiche pour un apéritif. Voilà, très géométrique avec ces lettrages très, très stylisés. Donc ici l'affiche de Peugeot avec le beau lion derrière le vélo. Une petite chaise que l'on va revoir. Voilà, ces affiches étaient très diffusées partout et donc étaient très connues du grand public. Voilà ce qui se faisait pour le grand public. Donc vous avez ici une petite chaise d'enfant, un petit fauteuil, peut-être de bureau, une chaise très simple et la petite chaise en tube que l'on a tous connue. Mais les prix restent cependant élevés. Oups. Alors il nous est proposé quelques objets venant d'autres pays comme la Suède et le Japon. Il n'y avait rien sur les États-Unis, mais je le cite quand même. Donc je vous ai mis une photographie de ces fameux immeubles art déco que l'on connaît tous. Aux États-Unis, l'art déco se manifestera surtout dans l'architecture de ces buildings, bien sûr, notamment à Chicago, surtout à Miami et bien sûr à New York. Donc voici quelques exemples. Alors on nous présente quelques vitrines avec des objets venant de Suède et du Japon. Donc ici un cabinet ouvert de Karl Orvik, je ne sais pas comment ça se prononce, pour la Suède. Et
il y avait une vitrine dédiée au Japon, donc avec quelques kimonos. Alors voilà la difficulté de prendre à travers des photos à travers des vitrines. Donc je vous ai mis un exemple plus précis avec ce kimono et sa décoration de forme très géométrique. Très beau, je trouve. Alors, on change d'étage pour partir en voyage avec l'affiche du Normandie, avec le développement de nombreux moyens de transport modernes sur les mers et dans les airs. Le tourisme d'une certaine élite va trouver là un nouveau terrain de jeu et notamment la décoration des paquebots va donner lieu à une débauche d'objets de luxe dont nous verrons peu d'exemples. Alors voilà l'affiche de fameux paquebot Normandie. Ici une automobile avec les dames qui la présentent, avec la voiture et les vêtements sont dessinés toujours par la peintre Sonia Delaunay. Avec, bon, c'est dommage qu'on n'ait pas la photo en couleur, parce que visiblement c'était très coloré pour ces dames. Ici encore toujours l'automobile avec quelques bonnets, puisque vous le voyez, la voiture était ouverte et les cheveux s'envolaient. Ici, une très belle malle cabine pour les chaussures uniquement. Donc, bien sûr, de Louis Vuitton. Donc, une seule malle cabine, rien que pour les chaussures. Et à droite, quelques pendulettes de voyage. Il y avait quelques autres objets sous des vitrines que je n'ai pas pu prendre en fauteuil. Revoilà la cabine avec derrière l'affiche et un petit sac brodé, un petit avion brodé sur le petit sac. Voilà, c'était le style de l'époque. Ah oui, alors nous redescendons pour nous rendre dans la grande nef pour assister au renouveau de l'Orient Express. Alors à gauche, je vous ai mis l'affiche du grand voyage qui a été très peu fait en réalité, donc de ce grand voyage de Londres à Bucarest. Vous avez l'affiche de l'époque. À droite, vous avez par contre l'affiche du nouveau couloir qui sera du nouvel Orient Express. Alors en 1876, la Compagnie internationale des wagons-lits va désenclaver les territoires et proposer des voyages transfrontaliers. Les voyageurs pourront pour la première fois se déplacer à bord, se faire servir à table et dormir. L'Orient Express, bien connu d'Hercule Poirot, sera inauguré en 1883, mais après 2 guerres mondiales, puis la guerre froide qui compliquera les passages des frontières, puis la concurrence de l'avion, la liaison sur Athènes cessera en 1977. Donc voici quelques éléments de l'ancien Orient Express, dont voici un magnifique service de table, je suppose en argent, depuis Forca. Le fauteuil d'origine, pardon, je le prononce peut-être pas bien, je ne sais pas. Je ne sais pas si on dit Puy-Forca ou Puy-Força. Voilà, donc les fauteuils très confortables du précédent Orient Express. Voilà comment se composait un wagon ou le restaurant avec ici au mur de magnifiques placages, hein, des très belles décorations avec voilà, les très beaux objets. Et voilà. Depuis quelques années, la marque Orient Express a entrepris la renaissance de ce train mythique qui a été confié à l'architecte Maxime Danjac. Dans la nef du musée, nous sommes conviés à un beau voyage avec une débauche d'objets, tous plus beaux les uns que les autres, dans des matériaux nobles. De nombreuses études de tous les intérieurs de ce nouveau train sont visibles sur les murs. Alors, voici quelques exemples. Voilà ce que sera un très beau salon de ce nouvel Orient Express avec au sol de très très beaux tapis, sur les murs des très très belles décorations. Enfin, tout est magnifique, hein, mais c'est de l'hyperluxe. Hein.
Voilà un autre exemple du nouveau restaurant, de ce que sera le restaurant, avec ses plaquages au mur très art déco. Voilà, très typiquement art déco, qui couvre les bruits, je suppose, de très beaux tapis. Moi, j'ai été admirative des tapis, voilà ce que sera la nouvelle vaisselle de l'Orient Express. Je vous ai mis un détail. Vous avez à gauche une ancienne lampe de l'ancien Orient Express et à droite les très belles lampes du nouvel Orient Express. Voici un tapis au fond et je pense une ancienne lampe. Et enfin, la salle de bain, voilà, et la cabine de douche pour les très plaquages. Vraiment, c'est magnifique. Et la très belle salle de bain. Tout ça dans des espaces quand même assez modérés. Donc on aperçoit aussi, c'est derrière des vitrines et on aperçoit l'extérieur. Oups. Voilà. Nous arrivons à la fin du voyage. Et nous arrivons, et je n'ai pas pu traiter du gros dossier de l'architecture si important et qui était peu présent à l'exposition. Je vous conseille donc le cours de M. Morga qui traite de ce sujet. Mais je vous renvoie pour des prochains voyages et demander des renseignements vers le pavillon du tourisme fait par Mallet Stevens, dont voici une étude, et les maquettes que je vous ai prises de divers angles, voici. Donc un bâtiment très stylisé, voilà, très blanc, très stylisé. Et je terminerai par un clin d'œil. La photo d'époque du restaurant de l'aérodrome de la Loubert, construit en 1936. La photo date de 1938. Voilà, vous le connaissez tous, je suppose. Et le voici maintenant de l'autre côté, la photo actuelle de ce très joli bâtiment, typiquement art déco. Voilà, c'est la fin de mon voyage. Et je remercie particulièrement ma sœur qui m'a beaucoup aidée, ma nièce Florence, sans qui rien n'aurait été possible, mon amie Marie-Claude et ses belles photos, ainsi que Marc et André Sely pour leurs belles photos qui m'ont communiquées. Je vous remercie. Voilà. Je suis dans les temps, je ne sais pas quelle heure il est. Regarde, tu verras d'avance, il est moins 25. Midi moins 25. Oui. Ça va, c'est ce que j'ai. Alors, est-ce que vous avez quelques questions à lui poser? Pas trop. Parce que... Le tour de l'exposition, faire le tour d'une exposition qui est très complexe, qui apparemment n'est pas très bien organisée. Je vais... Il y a beaucoup de choses. C'est mon avis, bon, chacun le voit à sa façon. C'est une toute petite partie de l'exposition. Ce que vous avez vu là, je vous conseille grandement d'aller voir parce qu'il y a énormément d'autres meubles, d'autres objets que je n'ai pas pu présenter. Donc allez-y, je vous le conseille, ce n'est qu'une petite partie. L'exposition est à Paris? L'exposition est à Paris au Musée des Arts Décoratifs et elle est donc jusqu'au 26 avril. Donc tu as encore le temps d'aller voir, mais je te conseille grandement de réserver parce que apparemment c'est une exposition qui est très demandée. Il y a plusieurs personnes, je crois, l'ont vu dans l'assistance. Peut-être qu'elles auraient... Oui, voyons. Notre point de vue. J'aimerais avoir leur avis. Oui. Oui, si des personnes l'ont vu et en... Oui, merci. Si elles ont vu d'autres choses que moi, si j'ai accentué, évidemment, moi j'ai mis beaucoup de bijoux parce que j'aime ça, mais il y avait bien d'autres choses. Qui c'est qui l'a vu? L'expo? Marc? Oui, Marc-André et André. Qu'est-ce que vous avez vu, vous? Vous avez tout vu. Oui, c'est une grande expo. Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous auriez montrées? Bien sûr, il y a des quantités de choses. Oh, voilà. Mais
Geneviève nous refera le retour Je d'expo. vais y aller normalement. Elle y va, voilà, elle y va la semaine prochaine nous faire un retour. Il y en a d'autres qui l'ont vu, l'expo? Non, il n'y en a pas d'autres? Cette dame l'a vu là, peut-être. Ah, Oui, j'ai bien aimé alors. Paul Poiret. Ah, mais c'est une autre expo. Paul Poiret, c'est une autre expo. Je n'en ai pas Oui, parlé. mais Oui. voilà, bon, Oui, oui. Effectivement, dans la même époque, à côté, enfin, au musée des Arts Déco, il est à l'exposition Paul Poiret, qui était un grand couturier. Et alors là, c'est évidemment, tout est axé sur... On voit la jonction avec l'art déco en fait. Hein. Tout à fait. Voilà. Oui, 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 absolument. C'est le même monde, parce que Paul Poiret, je crois que c'était l'oncle de Sir Roult. Oui. C'était le frère de... Voilà, l'exposition Paul Poiret, qui est une autre exposition, que je suis allée voir, bien sûr. Mais bon. Est-ce que tu es allé voir les autres lieux de Paris où on Non. expose, Non, non. la Cité Non, du non. patrimoine, Il y a de très très belles expos dans toute la France, hein, puisque ça a donné lieu, alors bon c'était l'année dernière, 1925, c'était le centenaire, mais ça a donné lieu à de très nombreuses expos. Je ne sais pas si jusqu'à quand c'était, je pense que ça devait être très intéressant à la Cité de l'Architecture. ça existe encore. Ouais, Et c'est sur la ça devait être... Ah oui, Art Déco. ah oui, parce que alors là vraiment, moi j'ai rien mis. Au Trocadéro. Parce que j'ai pas vu tellement dans l'expo sur l'architecture, qui est un gros morceau, vraiment. Il y a des immeubles magnifiques, hein, vraiment. Je vous le conseille, oui. Ouais. La Cité de l'Architecture et bien sûr Nancy. Non, Nancy, pardon, c'est pour l'Art Nouveau. Je me mélange, pardon. Pardon? C'était joli l'art nouveau. Oui, l'Art Nouveau, c'est très différent. Hein. J'espère que vous avez pu voir la différence entre l'Art Nouveau. L'idée que tu as eue de nous présenter les deux. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais, on confond. Ils se sont chevauchés, voilà, puisque dans les années 10, 20, ça s'est un peu chevauché. Mais l'Art Nouveau, c'est délité. Mais oui, parce que là, il n'y a plus rien aujourd'hui. Il y en a par-ci, par-là, Par-ci, heureusement. par-là, mais il n'y a pas... Oh, il y en a quand Il y en a même. quand même encore. Moi, je te souviens, je le trouve... Oups. Où est passé le micro? Je vous signale... International aussi de cet art. Je vous signale, si vous aimez l'art déco, où est le micro? Je ne sais pas où il est. S'il vous plaît, là. Oui, parce que pour faire cette intervention, je me suis beaucoup renseignée et donc j'ai trouvé, ce que j'ignorais totalement, que la ville de Reims est une ville typiquement art déco, puisqu'elle a été quasiment détruite à 90% pendant la guerre. Et donc ils ont envoyé 400 architectes pour reconstruire la ville, notamment en art déco. Et il y a des foisons de styles, de bâtiments, la bibliothèque Carnegie, une église, l'opéra, enfin une salle de spectacle. C'est à la ville de Reims, là, vraiment. Saint-Quentin aussi, je crois, non? Pardon? Saint-Quentin aussi, je crois. Saint-Quentin. Mais il y en a plein, il y en a partout. Oui, il y a de nombreuses créations partout, oui. L'art déco est resté peut-être un petit peu plus que l'art nouveau. Enfin, l'art nouveau, si vous allez à Nancy, en Belgique et autres, avec Victor Horta et tout ça, il reste quand même des éléments. Voilà. Merci beaucoup. C'est très difficile parce que c'est foisonnant. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez nous rejoindre à l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre à l'adresse utl-tb.info. Et n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner.